Édition spéciale. Édition spéciale. Grande interview sur Radio Intégration. www.radiointégration.com. Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale. L'évolution du processus de l'intégration En Afrique centrale. Libre antenne, c'est sur Radio Intégration. Le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, en abrégé CRADEC, travaille depuis fort longtemps dans la collaboration stratégique, une collaboration stratégique avec les médias, les journalistes pour justement faciliter l'information concernant les données extractives, les normes, la norme même ITIE. Voilà, le rapport de validation 2023 du Cameroun formule comme mesure corrective relativement à l'exigence 7.2, c'est-à-dire accessibilité des données et données ouvertes, que le Cameroun doit mettre toutes les données ITIE à disposition en ligne dans un format de données ouvertes et en faire connaître la disponibilité. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus, bienvenue à cette édition de Grande Interview, édition spéciale. Nous recevons pour cette deuxième partie de notre interview Monsieur Kwenzop qui revient une fois de plus pour la suite, n'est-ce pas, de ce dossier complexe et voilà, qui doit être également être accessible, l'information qui doit être accessible à la gente féminine. La question du genre doit intervenir pour pouvoir davantage non seulement s'intégrer, mais comprendre et utiliser ces données-là extractives et même se passionner même de ce monde de l'extraction au Cameroun. Derrière ce micro de présentation, je suis Nina Priska-Mekam en compagnie de ma collaboratrice Louise Sana dans ce studio de Radio Intégration. Nous recevons Monsieur Kwenzop. Nous revenons dans quelques poignées de secondes pour plus de présentation et plus de détails. De retour dans ce studio de Radio Intégration, www.radiointégration.com, nous recevons Monsieur Duplex Fernand Kwenzop, qui est, comme nous l'avons si bien présenté dans l'autre édition, il est l'un des membres fondateurs de l'Association dynamique mondiale des jeunes, DMJ, en abrégé, donc, qui assume également le secrétariat exécutif. Il est à la direction même opérationnelle et programmatique de l'organisation. Excusez-moi, Monsieur Kwenzop, bienvenue une fois de plus dans ce studio de Radio Intégration. C'est le groupe Intégration et comme je l'annonçais tantôt, je suis en présence et je suis ici avec Madame Louise Sana, qui est ma collaboratrice, qui travaille dans le cadre du journal presse écrite, presse journal, et voilà, et moi qui suis avec la radio. Et à tout moment, elle pourra intervenir en cas de besoin. Nous parlons de l'opacité, l'opacité des données, l'inaccessibilité même de ces données-là, la norme ITIE. Nous avons parlé dans la première édition des difficultés. Nous avons essayé de voir toutes les actions menées jusqu'ici avec la société civile, que vous avez menées également avec la société civile jusqu'à nos jours. Et voilà, nous sommes en train de pouvoir parler des cas
pratique, c'est-à-dire le potentiel bloqué par l'absence de données ouvertes, genre et fiscalité, nous l'avons évoqué, comment le contexte ne facilite pas du tout la tâche à la femme, à la jeune, au genre. Donc, nous allons une fois de plus revenir, Monsieur Kwenzop, si vous avez autre chose à dire sur votre personnalité avant de poursuivre ce programme. Merci Prisca pour cette nouvelle invitation que vous nous faites l'honneur de nous accorder. Bonjour à Louise, bonjour à Josué. C'est toujours un plaisir de répondre à votre sollicitation, surtout lorsqu'il est question de permettre aux citoyens d'accéder au droit à l'information, parce que c'est de ce droit à l'information que les citoyens peuvent mieux s'épanouir, passant du statut d'un individu à celui effectivement de citoyen, c'est-à-dire qui s'occupe de la gestion de la cité. Vous l'avez dit, je suis Duplex Fernand Kwenzop. Dans votre précédente édition, j'avais omis de dire que avant que de s'intéresser aux questions des industries extractives, nous avons été directeurs du service écuménique pour la paix. Ce service qui regardait à travers la gouvernance du pays la place qui était concédée aux citoyens pour nous rendre compte que la paix n'est pas merci, vous nous excusez, la paix n'est pas seulement une absence de guerre, mais la paix est le moment qui traduit une communication, une interaction entre les différents maillons de la société. Mais nous nous étions rendus compte que notre société communiquait très peu. D'une part, on avait des décideurs et d'autre part, on avait ceux qui supposaient bénéficier des politiques publiques, n'en bénéficiaient pas, mais n'avaient pas la capacité de pouvoir s'exprimer pour demander à ce que leurs conditions soient améliorées. Il fallait donc travailler à une intermédiation pour que chacun comprenne que l'évolution d'un pays relève d'une interaction positive, je dirais d'une synergie d'action entre le décideur ou les personnes en position de décision et les bénéficiaires de ces décisions. Il ne faut pas agir à sens unique. Et dans les perspectives de ce travail-là, nous sommes parvenus à comprendre qu'on avait des institutions qui étaient très méconnues des populations. Une institution dont les missions ne sont pas connues des populations ne peut servir à l'optimum. Il fallait donc travailler à résorber ce type de problème. Et c'est pourquoi donc, dans la suite de notre carrière professionnelle, nous allons nous intéresser à la jeunesse, parce qu'il est plus facile de redresser un arbuste qu'un arbre. Nous nous sommes dit, si les générations précédentes ont évolué sans un rapprochement d'avec les institutions et les personnes qui les incarnent, nous devons apprendre ce réflexe à la jeunesse, les intéresser à la gestion de leur cité sur la base des principes de volontariat, mais surtout d'interdépendance et de respect de la loi. Donc, voilà pour compléter notre présentation et le rôle ou la mission que nous nous sommes assignés en tant qu'acteurs de la société civile. La dimension des industries extractives participe du respect des droits de l'homme, les droits socio-économiques et culturels, mais aussi les droits de la troisième génération, entendu les droits à un environnement sain et le droit à la paix. Les industries extractives se trouvent donc être un secteur où ces deux autres droits, en plus du droit social et économique et culturel, se trouvent donc être un secteur qui viole suffisamment ces autres droits. Et pour mieux défendre les droits, effectivement, nous avons besoin de connaître ce secteur, et la connaissance de ce secteur vient des informations qu'elles produisent. Et parmi les informations qui intéressent le citoyen, il y a les questions financières, parce que c'est sur cette base des finances que l'État constitue le budget
qui va permettre la mise en place des politiques publiques pour répondre aux problèmes dont souffrent ces populations. Voilà, les problèmes que souffre sa population. Bon, Monsieur Quenzop, ça fait comme ça 15 ans que le Cameroun a adopté, depuis 2018, la loi relative naturellement à la transparence en rapport avec ITIE. Et je reviens sur l'aspect du genre parce que nous avons parlé de l'opacité de ces données qui ne sont pas du tout accessibles, que ce soit la gente masculin que féminin. Combien de fois, dès qu'on entend fiscalité, moi-même quand j'entends fiscalité, je fuis avec les 4 pieds en tant que femme. Nous revenons sur cet aspect. Quelles sont les mesures qui ont été prises en compte, mises sur pied par l'OSC depuis ces temps pour pouvoir pallier à ce problème? Est-ce qu'il y a eu des moments de formation? Est-ce qu'il y a eu des temps de communication, prise de conscience? Comment vous prenez à ce niveau? Nous avons dit pour conclure la première édition, qu'il y avait un autre réseau au Cameroun, Task Justice Network, dont le lead était assuré par le CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, qui assurait aussi un travail fort intéressant avec les hommes de médias. Parce que, nous ne pouvons pas, en tant que société civile, prétendre être partout. Il faut donc renforcer les capacités de ces autres acteurs qui ont le potentiel pour toucher un grand nombre. Votre chaîne de radio, par exemple, nous permet de parler aux populations d'Afrique centrale et peut-être du monde, mais davantage d'Afrique centrale parce que les problèmes de l'industrie extractive au Cameroun se trouvent être les mêmes au Congo, se trouvent être les mêmes au Gabon, en Guinée équatoriale. Donc, ça participe des missions d'information et de formation qu'il faut assurer. Mais il faut dire que parler de la justice fiscale sans regarder quels sont les instruments mis au service des populations, ce serait ignorer la complexité du domaine. Parce que la fiscalité est issue de quoi? Lorsqu'on parle de la fiscalité, on va voir que la fiscalité est la principale source de revenus et de recettes d'un État. Et pour qu'il y ait cette fiscalité, il faut des activités. L'activité extractive participe de celles qui apportent à nos États, qui sont des États pratiquement rentiers, les plus grandes recettes. Et pour que ces recettes-là soient engrangées, il faut des dispositifs clairs, traçables, pour la mobilisation et la collecte des revenus. Mais pour qu'il y ait ces dispositifs, ou alors à côté de ces dispositifs, il faut que les contrats, à supposer qu'ils sont bien négociés, que les contrats donc soient capables de prévoir un certain nombre de recettes optimales qui, partant de la fiscalité, doit bénéficier à l'État. Sur ce plan-là, l'État a donc mis en place, pour s'arrimer aux directives CEMAC, en 2018, la loi sur la gouvernance, c'était le 11 juillet 2018, la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Comme je l'ai dit, pour s'arrimer aux directives CEMAC. Et cette avancée-là permettait que les contrats soient dorénavant rendus publics. Si les contrats sont rendus publics, effectivement, les citoyens doivent connaître quel est ce que leur pays est en droit de s'attendre par rapport à une entreprise X ou Y intéressée par le secteur extractif. Voilà une première base. Mais de 2018 à 2025, 7 ans, nous disons que
le code pétrolier camerounais contient encore des clauses de confidentialité qui ne permettent pas que le citoyen connaisse les recettes fiscales, connaisse la fiscalité du secteur pétrolier. Pour ce qui est du secteur minier, certains contrats sont rendus publics, mais peut-être pas dans leur entièreté, parce que le plus souvent, c'est dans les annexes qu'on retrouve le détail d'informations qui permet aux citoyens de se rendre compte de ce que ces compagnies doivent payer. Donc, il y a un ensemble de mesures partielles qui sont mises en place, mais qui ne permettent pas d'atteindre le niveau de transparence voulu par l'ITIE. Du coup, nous nous contentons du rapport du conciliateur qui, lui au moins, présente des informations jugées fiables, puisque la plupart des informations doivent être certifiées. Les entités gouvernementales, c'est la Chambre des comptes qui les certifie. Et pour les entreprises, c'est des auditeurs indépendants qui certifient leurs données. Donc, c'est ces informations partielles-là, mais fiables, produites par le rapport ITIE, sans facilité pour le citoyen de comparer à la source, c'est-à-dire sur la base des contrats. C'est cette information que nous utilisons et qui, comme je l'ai dit, constitue déjà une avancée notable pour que le citoyen estime qu'il prend part aux décisions parce que pouvant s'exprimer sur la gouvernance du secteur extractif au Cameroun. Radio Intégration. Radio Intégration. La voix des communautés. Merci, M. Kwenzop. Comme je le disais tantôt, je suis en compagnie de ma collaboratrice, Louise Sana, qui déjà va saluer les auditeurs et vous faire connaître sa pensée qui lui vient actuellement. Bonjour, amis auditeurs. Bonjour, M. Kwenzop. Bonjour, Louise. Nous parlons de la gente féminine dans le secteur extractif. Quel est le poids de cette gente-là dans le secteur extractif au Cameroun actuellement, et puis au regard des données, et vous qui êtes acteur sur le terrain, pouvez-vous dire que les femmes dans ce secteur, les opératrices du secteur extractif sont bien servies en matière de distribution des revenus générés par ce secteur autant que les hommes? Je dirais que le poids des femmes lorsqu'on parle du secteur extractif, nous devons regarder à deux niveaux. D'abord, au niveau du secteur extractif moderne, ce que j'appellerais le secteur extractif industriel, mais aussi du secteur extractif artisanal. Si nous commençons par le secteur extractif artisanal, on va voir que la femme s'y investit au même titre que les hommes. Si on s'en tient aux images de l'exploitation artisanale de l'or dans les régions est de notre pays, nous verrons que femmes et enfants se retrouvent dans les mines et parfois enterrés par des éboulements de terre. Donc, elles ont un poids considérable, mais elles ont aussi un impact négatif considérable, parce que la gente féminine qui se rend sur le secteur minier abandonne sa vie. Pourquoi abandonne sa vie? Lorsque vous regardez la constitution du corps de la femme, ses organes sont pratiquement tous ouverts, alors que les produits qui sont utilisés dans ce secteur sont suffisamment nocifs, toxiques. Le mercure, le cyanure. Donc, il y a un impact. Et lorsque les conditions de travail impactent la femme, forcément ça impacte toute la famille. Mais maintenant, quand nous rentrons dans le domaine de l'utilisation des recettes, de la répartition des recettes, on pourrait se risquer à faire une comparaison des budgets alloués aux différentes institutions. Quelle part du budget national revient au ministère de la femme et de la famille? Voilà, on va commencer donc à voir qu'en fait,
la répartition budgétaire n'est pas de nature à prendre en compte tous les problèmes que rencontre la femme et par conséquent les problèmes que rencontre la femme dans le secteur extractif. Parce que le ministère de la Femme et de la Famille, si on regarde ses programmes, on ne verra pas inscrit dans son programme la prise en charge des femmes du secteur minier. Du coup, il y a une exclusion de la femme en ce qui concerne l'utilisation des recettes issues du secteur extractif. Il faut donc faire un plaidoyer pour que, dans le budget de ce ministère, aussi infime soit-il, s'intéresse à une thématique comme celle-là. Nous ne verrons pas non plus une ligne, un programme qui voudrait amener la femme riveraine du secteur extractif à arrimer son activité avec ce secteur extractif, c'est-à-dire l'augmentation de son capital de production agricole, commerciale, de sorte qu'elle puisse fournir des services au niveau des entreprises extractives. Je ne pense pas qu'on verrait des programmes spécifiques comme cela. Une fois qu'ils ne sont pas, nous dirons que les femmes sont marginalisées du point de vue des ressources extractives. Si on regarde maintenant en termes de renforcement des capacités pour que la femme soit au même niveau que tous les autres citoyens sur la compréhension du secteur extractif, on va voir que la plupart des programmes, en dehors peut-être des actions de la FEMIC, comme je l'ai dit à la première édition, en dehors des actions de CAFAB, comme je l'ai évoqué à la première édition, toutes les autres opportunités de renforcement des capacités sont mixtes. Alors, si on dit que c'est mixte, on voudrait dire que femmes et hommes seraient, je parle au conditionnel, dans les mêmes proportions. Mais habituellement, ce n'est pas cela, parce que lorsqu'on regarde les programmes de renforcement des capacités, on s'adresse par moments à des institutionnels dont la plupart des responsabilités majeures pour les bénéficiaires de ces formations sont occupées par des hommes. Une fois de plus, il y a là une marginalisation de la femme. Donc, en gros, il est intéressant que dans la désagrégation des données, l'on puisse être capable d'inciter la mise en place des programmes, des activités qui concourent à faire profiter à la femme les ressources, les recettes, les revenus extractifs. Ça pourrait dire, par exemple, une allocation budgétaire pour des interventions spécifiquement dédiées aux femmes. Peut-être la scolarisation, peut-être pas dans un cycle d'éducation long, mais peut-être un cycle d'éducation court, où on irait droit au but vers la transformation, de sorte que l'artisan minier qui est à l'Est soit capable de transformer l'or qu'il le récolte. Parce que figurez-vous, dans ce secteur minier artisanal, le produit est bradé. Pour preuve, toute l'activité n'a jamais entraîné une amélioration des conditions de vie, ni des femmes, ni des ménages. Ça voudrait dire que les recettes, les revenus qui en sont issus servent juste à la survie. Quel est le niveau d'encadrement que l'on assure? Et là-bas, nous avons été intéressés par un travail du Précasem qui était chargé d'encadrer les artisans miniers. Je doute fort que le bilan de cet organe-là soit positif, parce qu'il devrait encadrer et former les paysans. Mais ce qui nous est revenu, c'est que le coût d'achat de l'exploitation était plus bas que le coût d'achat au marché noir. Conséquent, les femmes et les hommes se livraient à une vente au marché noir. Donc, il faut pour davantage inclure la femme dans le bénéfice des activités du secteur extractif, mettre en place des
institutions, des programmes, des activités qui sont perçues justes par ces acteurs, par la gente féminine. Une fois qu'on a le sentiment d'être moins traité que lorsqu'on est allé quelque part par ses propres potentialités, ses propres forces, sa propre intelligence, non, on va dire que le système gouvernant marginalise la femme par rapport à cette activité. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le secteur minier, l'exploitation minière moderne, c'est-à-dire celle qui est de grande technicité, on va voir que ça demande un cycle suffisamment long, ça demande une très haute technicité que nos femmes n'ont pas encore ou n'avaient pas encore la possibilité d'y atteindre, parce que nous sortons d'un background socio-culturel où généralement la société avait peur ou a peur de la femme qui a trop fréquenté. Une société où la femme pense qu'elle n'existe parce qu'on va l'appeler madame telle. Conséquent, vous avez trop fréquenté, vous ne serez pas appelé madame. Du coup, les femmes ne vont pas trop fréquenter et par conséquent, un secteur qui demande un très long niveau scolaire, elle ne pourra pas y accéder. Je vous ai donné à la première édition les chiffres qu'en 2022, il y avait sur pratiquement les 2910 emplois créés dans le secteur extractif, 722 dédiés aux femmes. Donc vous voyez que le ratio n'est pas encore au niveau de 35% ou de 50%. Alors comment faire pour rattraper cela? Je crois que le gouvernement a mis en place des écoles de mines, l'école de mine de Meganga, l'école de mine de Kaélé. Quelle est la politique d'incitation, d'encouragement des femmes? Je verrai par exemple des bourses de recherche que l'on puisse voir parmi les paiements sociaux qu'une compagnie a mis 5 bourses de recherche au bénéfice des femmes, de la jeune fille. Et là, on va se rendre compte qu'on l'inclut pour qu'elle s'intéresse au secteur minier. À la fin de leur formation, j'avoue, je suis intervenu dans une des chaînes de télévision de la place qui traitait du sort des étudiants qui ont fait le GEM. Pratiquement les 4 promotions. Combien de personnes ont accès sur le marché de l'emploi? 0. Même pas les stages. Le constat est donc là que nous avons mis en place des centres de formation qui non seulement ne privilégient pas l'agent féminine, mais même ceux qui y entrent en tant qu'agent masculine n'ont pas une voie de sortie plausible. Alors, je vous ai dit à la première édition que la femme était essentiellement un agent économique de production. Alors, si on sait qu'on va aller dans un cycle pour ne pas avoir un lendemain meilleur, la femme ne s'y engage pas. On se serait attendu que des écoles comme ça soient accompagnées de la mise en place des sociétés nationales. Alors, parlons de société nationale. La Sonamine, je n'ai pas regardé l'ensemble de son déploiement, mais je douterais fort que la Sonamine ait prévu des programmes en faveur de l'épanouissement des femmes dans le secteur extractif. C'est peut-être une piste à explorer. Je n'ai pas ici, je ne suis pas en droit de dire que j'ai suffisamment exploré la Sonamine, mais je doute. D'ailleurs, ces activités sont très peu ressenties. Si c'est très peu ressenti, ça veut dire encore que l'information n'est même pas disponible et par conséquent, la femme n'aura pas le temps d'aller chercher l'information où il faut fouiller alors que l'information devrait être portée à l'attention du citoyen. Lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer peut-être la loi, il faudrait qu'on apprenne aussi à dire comment est-ce qu'on a donc fait pour que cette loi soit connue. Et c'est à ce niveau d'effort que nous sommes appelés pour dire que oui, la femme dans une moindre mesure n'est pas encadrée pour profiter du secteur extractif. Je voudrais qu'on prenne des exemples concrets. Dans des communes, puisque c'est l'unité la plus proche des populations, dans des communes où il y a l'activité extractive,
Je voudrais bien voir dans le budget communal le développement des activités économiques des femmes qui se mettent en lien avec l'industrie. C'est-à-dire, par exemple, faire des logements, permettre aux femmes de faire des logements pour que les employés du secteur louent, c'est des sources de revenus. Augmenter leur capital ou leur donner un capital avec une exclusivité de livraison de la restauration. Voilà des programmes qui peuvent renforcer l'implication de la femme. Parce qu'il ne faut pas aussi courir le risque de croire qu'on doit tomber dans la maladie hollandaise. C'est-à-dire qu'il y a l'activité économique d'extraction et tout le monde va travailler. Non. On n'est pas obligé de travailler dans le secteur extractif pour avoir part aux revenus extractifs. On peut développer des activités satellites qui permettent d'avoir accès à des revenus issus du secteur extractif. Donc pour moi, je pense que l'exclusion de la femme est là, même si des efforts sont faits par des organisations que nous avons citées tantôt, qui donc renforcent les capacités des femmes, informent et forment les femmes, essayent de promouvoir leur auto-organisation pour qu'elles soient capables de porter leur voix pour se faire entendre dans le théâtre, dans le film de l'exploitation minière. Alors, Monsieur Kwenza, voilà autant de voies de secours que vous avez évoquées en termes de recommandations. Certes, qu'il y a certaines recommandations ITIE à votre niveau. La société civile dit quoi? Alors, qu'est-ce que la société civile dit? Nous avons mis en place, dans le cadre de Publiez ce que vous payez, une politique genre. Et dans cette politique genre, nous avons travaillé à sensibiliser nos membres pour que le secteur extractif, les programmes extractifs ne soient pas l'apanage des hommes seulement. Déjà, pour prendre le cas de mon organisation, depuis pratiquement 2018, toutes celles qui sont spécialisées, j'allais venir avec Sandrine, qui a une chronique ITIE dans un programme radio sur une des chaînes nationales à vocation confessionnelle, la Protestant's Voice Radio, en tout cas, encore que je peux faire un peu de promotion parce que c'est confessionnel, dont la Protestant's Voice Radio, et tous les mercredis, elle anime une chronique ITIE. Donc, voilà comment, au niveau de DMJ, nous essayons d'intéresser la femme. Donc depuis 2018, toutes les personnes qui travaillent à DMJ dans le secteur extractif, c'est les femmes. Parce que j'estime qu'il faut transférer les compétences internes à la femme de sorte qu'elle soit. C'est elle qui nous représente pratiquement à l'ITIE et à Pobujayupé. Dans d'autres organisations dont nous avons fait pratiquement la même sensibilisation, la même formation sur la politique genre pour démontrer comment est-ce que la femme devrait être prise en compte. Et cette politique genre s'est étendue à plusieurs autres organisations qui ne sont pas membres de la coalition Publiez ce que vous payez ou de la plateforme de représentation et de redevabilité des OSC impliquées dans la gouvernance du secteur extractif au Cameroun. Nous continuons avec des formations, c'est vrai. On ne va pas ne pas le dire. Les limites budgétaires de la société civile ne nous permettent pas de déployer l'ensemble des pensées que nous avons pour la promotion de la gente féminine. Et là, sur ce plan, AFEMIC est encouragé parce qu'il y a récemment, elle a organisé une soirée de lobbying, d'ailleurs, qui était précédée d'une semaine de formation et d'information de tous les acteurs, certes, mais avec une option préférentielle pour la gente féminine. Et en soirée, il y a eu des awards, des reconnaissances à l'endroit des acteurs et parmi lesquels les femmes. Je crois que ce type de modèle, ce type d'activité peut encourager davantage les femmes. Je n'oublierai pas vous, parce que les médias font partie de la société civile. Je n'oublierai pas le travail que vous êtes en train de faire. C'est fort extraordinaire. Je souhaiterais que lors d'une prochaine occasion,
Bon, peut-être vous n'avez pas l'occasion d'aller sur le terrain pour réaliser les missions, mais qu'on fasse venir des femmes, des organisations de la société civile qui travaillent sur le secteur. Je serais porté effectivement à faire venir Sandrine ici. Bien sûr, on en a besoin. Nous avons aussi un plan d'action avec l'ordre des avocats. Je me suis engagé à travailler avec l'ordre des avocats, notamment la représentation du Centre-Sud, dont le représentant du barreau est une femme, Maître Adéline. Nous sommes en train de faire un transfert de compétences parce que nous avons plaidé pour que le barreau rentre comme mandataire de la société civile au comité ITIE. Alors, tenez, dans la promotion, pendant que nous conduisions le plaidoyer, parce que je peux dire que je l'ai fait avec une contribution d'environ 60%, nous avons tout fait pour que les nouveaux acteurs qui rentrent dans la société civile soient représentés par les femmes. Le Conseil des églises protestantes du Cameroun, pour le pendant confessionnel, à côté de l'église catholique et de la communauté musulmane, c'est une femme. Le représentant de l'ordre national des experts comptables du Cameroun, au comité, côté société civile, c'est une femme. Plus la représentante du barreau du Cameroun, c'est une femme. Donc voilà comment nous avons appliqué notre politique en faisant entrer 3 nouveaux acteurs, mais qui seraient représentés par les femmes. C'était clair dans les négociations que j'ai personnellement conduites auprès de ONECA, auprès du barreau du Cameroun, auprès du CEPCA. À côté, nous avons fait entrer donc 2 autres femmes, dont nous avons sur les 12 mandataires environ 8 femmes. Voilà comment la société civile se déploie pour que l'agent féminine soit capable d'occuper les espaces de concertation, mais aussi les espaces de dialogue, qui sont des espaces de construction des mécanismes inclusifs de prise de décision. Et le comité ITIE, par cette voie-là, peut permettre à la femme d'entrer dans la sphère du secteur extractif. Merci beaucoup, M. Quenzop. C'est énorme, vraiment. Nous vous donnons un coup de chapeau au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les femmes du Cameroun. Et d'ailleurs, pour toutes ces actions menées à l'endroit, je crois que vous faites déjà pour vous. Je peux vous dire que la dynamique mondiale des jeunes est présidée par une femme. Wow. La vice-présidente est une femme. La vice-présidente est une femme. Wow. La coordonnatrice régionale de l'extrême nord est une femme. Donc, et sur les programmes que nous avons au moins une femme à la tête d'un programme. C'est important. Et vous allez penser à nous pour les prochains postes de quoi représentants. Bref, vous allez trouver. Je ne voudrais pas déloger. Je ne voudrais pas débaucher. Je ne voudrais pas débaucher. Mais on peut garantir que s'il y a des possibilités, notamment des possibilités de formation, pour vous aider à promouvoir ce que vous faites, nous ne les ignorons pas. Déjà, je pense qu'avec le centre d'excellence, le CIGEF, autant pour moi, qui organise chaque année des formations d'acteurs de la société civile sur les industries extractives, je crois que je solliciterai le responsable qui est au Cameroun à ce qu'il accorde déjà une place à 1 ou 2 acteurs femmes de médias. Je prends ce plaidoyer personnellement et solennellement. C'est enregistré dans tout le monde entier. Voilà, pour que Luquin, qui fait un travail extraordinaire après Evelyne Tsagué, qu'il puisse se rendre compte que les femmes de médias sont de plus en plus intéressées au secteur extractif et que le renforcement de leurs capacités permettrait de mieux défendre encore le droit des femmes. Donc, s'il y a la session de 2026, souvenons-nous, je le ferai au sortir d'ici, je vais lui écrire déjà pour parler de cette intention. Et pourquoi pas vous mettre en contact pour que lors d'une des éditions sur les industries extractives, ils soient intervenants pour dire peut-être comment leur centre
a contribué à promouvoir la femme dans le secteur extractif. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que n'oublions pas, la présence des personnes comme nous assure aussi une fonction de prescripteur. Dans notre société, on a coutume de dire il n'y a pas de repères dans la jeunesse camerounaise. Je dis habituellement c'est faux. Il y a des repères, mais seulement la société ne rend pas visible ces repères. C'est deux choses différentes. La jeunesse camerounaise a des repères, mais la société camerounaise, malheureusement, n'accorde pas des tribunes pour rendre visibles ces repères pour que les autres copient. Donc moi, je me sens dans une position de prescripteur et je dis, je ne lésinerai sur aucun moyen pour faire connaître toutes les possibilités que nous pouvons avoir pour promouvoir l'inclusion optimale de la femme dans le secteur extractif. Donc, c'est ces promesses sous forme d'engagement que je peux prendre à l'endroit de intégration, dont je réitère encore tous mes encouragements et toute mon admiration par rapport au travail qui est fait. Je reçois le journal à toutes ses parutions. Je reçois le journal. Bon, c'est la radio, je ne l'avais pas encore écouté. J'avais promis à Majesté René de voir, oui, René Meva, de voir dans quelle mesure je peux continuer le travail que j'ai souvent fait avec lui, parce qu'il faut dire dans le sens de la promotion de l'intérêt des médias pour le secteur extractif. Nous avions souvent dans nos programmes accordé des missions de terrain à des journalistes. C'est cela. Au lieu de leur donner des biscuits, des papiers tout faits, nous leur donnions l'occasion d'aller sur le terrain et en fonction de leur ligne éditoriale, de trouver l'information, mais basée sur la thématique du secteur extractif ou des infrastructures. Je crois que Majesté a fait des tours au niveau de Bamendjin pour baliser le travail sur les impacts environnementaux du barrage. Je crois qu'il serait aussi allé avec Philippe Soa au niveau de l'Est, en Goura, pour effectivement travailler aux discussions communautaires dans le secteur extractif en lien avec les rapports de conciliation. Donc il y a un travail qui est fait, mais les ressources ne les accompagnent pas toujours parce que nous devons, en plus du travail, je vous le disais, notre plus gros défi, c'est le temps, parce que ma mission en tant que secrétaire exécutif, c'est de développer des programmes et aller à la conquête des partenariats. Donc, merci beaucoup d'avoir trouvé vraiment ce temps. Nous savons qu'après ça ne sera pas du tout facile de vous toucher du doigt. Donc du coup, nous avons profité vraiment, nous sommes édifiés. Ça nous donne, ça a cultivé, encore augmenté la passion de ce domaine, de cette couloir que nous n'y étions pas davantage infiltrés. Donc en tant que femmes, c'est vraiment, nous sommes flattés, encouragés davantage de poursuivre dans ce champ dans ce jargon, et vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Merci d'être venu. Je ne sais pas s'il y a autre chose sur lequel vous voudriez épiloguer avant de nous arrêter pour cette deuxième édition. Peut-être en termes de conseils, dire que n'hésitez pas de vous rapprocher du comité ITIE. Le secrétariat permanent est assuré par une dame. Oui, tout à fait. Madame Ondigui. La communication, si cela n'a pas changé, de l'ITI assurée par une dame, Madame Ayoupé. Je pense que c'est des acteurs qui peuvent répondre à des invitations pour parler de ce secteur. Surtout, comme je l'ai dit, le plan de travail que la société civile a suffisamment influencé, parce que c'est dans mes services que ce plan, au moins pour les activités de communication retenues, a été développé. Ce plan prévoit au moins 3 niveaux de communication. Et par rapport à ces 3 niveaux de communication, il y a des débats qui seront organisés sur l'utilisation des données, en tout cas sur le secteur extractif. Il y a des débats qui vont solliciter les espaces rédactionnels. Dans les médias tels que vous êtes. Je pense que vous pourriez anticiper pour envoyer une offre, peut-être pas en termes d'offre payante, mais une offre en termes d'établir un calendrier trimestriel d'organisation des panels
d'échange où vous solliciterez le ministère des Finances pour vous envoyer ces administrations déclarantes et la société civile et pourquoi pas le secteur des industries extractives en vous basant sur la mailing list des membres du comité. Bon, voilà une recommandation qui doit être exploitée pour que vive ce programme qui ne se limite pas à l'information, mais qui pourrait prendre une dimension formative. Et à ce niveau, selon la pertinence de ce que vous aurez fait comme préparation, vous pourriez à la longue maintenant demander à ce que le budget du comité l'intègre. En tout cas, nous serons porteurs d'un tel plaidoyer pour que les radios, les télévisions qui ont consacré des émissions dédiées au secteur extractif puissent être accompagnées, ne serait-ce que pour aller sur le terrain collecter ou alors pour assurer un minimum de maintenance de leur équipement. Donc, merci encore pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur Duplex Fernand Kwenzop. Voilà, beaucoup de titres à votre niveau. Merci, nous sommes honorés de vous recevoir. Merci vraiment de vous déplacer. Merci de prendre ce temps pour ce sujet qui nous tient tous à cœur et qui va davantage prendre de l'ampleur. Merci beaucoup, Louise, d'être là également. Merci à vous, monsieur Duplex. Merci. Voilà, c'était bien grande interview dans le cadre de cette édition, de cette thématique que nous avons ouvert concernant les données fermées, l'opacité, l'exploitation, l'inaccessibilité de ces données-là pour la femme, pour les difficultés et les recommandations. Nous avons essayé de faire le tour du sujet avec monsieur Fernand Duplex Fernand Kwenzop qui a fait l'honneur et nous a donné ce privilège de répondre aux différentes questions de Radio Intégration. Derrière ce micro de présentation, je suis Nina Priska Mekam, assistée par Louise Nsana. Nous avons reçu bien, comme une fois de plus, Duplex Fernand Kwenzop, qui est membre fondateur de l'Association dynamique mondiale des jeunes, en abrégé DMJ. Josué Nabral a assuré la technique et la réalisation de ce programme. Au revoir, à la prochaine édition. Merci. Vous voulez participer en direct sur Radio Intégration? Le code 237 690 02 03 39 ou 237 222 23 23 52 et vous y êtes en direct ou laissez votre contribution à notre répondeur vocal. Édition spéciale. Édition spéciale. Grande interview sur Radio Intégration. www.radiointégration.com. Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale. L'évolution du processus de l'intégration En Afrique centrale. Libre antenne, c'est sur Radio Intégration. Suivez Radio Intégration sur Facebook, X, Instagram, YouTube.